passe à l'instant. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous ce soir? Vous êtes déjà au whisky, on dirait. Tu m'as appelé comment? J'ai dit que t'étais un abruti. T'as vraiment peur de rien pour dire une chose pareille. Bonsoir, monsieur le conseiller. On me sert avant même que je sois assis. C'est ce qui fait de vous le meilleur garçon de bar de tout le quartier de la Junction. Ferme ta gueule, espèce de raclure. Tu crois que j'ai peur? J'ouvre une autre bouteille, monsieur? Vous me posez la question? Non mais ça va pas à la tête. Non. Tout le quartier de la Junction n'est qu'une succession d'hôtels malfamés. Une ronde de nuit de temps à autre, ce n'est pas de trop. Ce ne sont que quelques ivrognes, Georges. J'aime mieux ça que la prohibition. Le peuple l'a voté. Si l'option locale est appliquée, ce quartier deviendra fréquentable. Mais la prohibition, ça n'est pas drôle. Que feraient les gens après le travail? Dans Jackson, Toronto est l'une des plus belles villes du monde. Vous pouvez aller au musée, vous baigner dans le lac Ontario. Ici, tout ce dont vous rêvez, vous pouvez le Eh bien, faire. moi, après le travail, je rêve d'aller boire un coup. Hé! Qu'est-ce que je disais? Maréchaussée de Toronto! Hé, arrêtez! Tout de suite! Lâchez-le, allez! Et maintenant, vous restez là! Restez là! Ça suffit! Vous allez tous passer la nuit à dégriser en cellule. Thomas, nous allons recevoir une invitée cette semaine. Elle occupera la chambre de Bobby puisqu'il est absent. Ne me dis pas que c'est encore ta sœur. Non, je te l'ai dit, elle est trop souffrante pour voyager cette année. Ah oui, c'est terrible. En fait, nous allons recevoir une femme quelque peu connue. Hein? C'est une personnalité du mouvement pour la tempérance. Ah. Le révérend Shore l'a fait venir jusqu'ici pour faire un discours en faveur de l'application de l'option locale pour l'alcool. 100 villes de l'Ontario ont été déclarées territoire sec où l'alcool est interdit. Et notre campagne dans la Junction commence à porter ses fruits. John? Pourquoi diable voudrais-tu que la Junction soit un quartier sec? Ce qui se passe dans la Junction se répand dans tout Toronto. Cache cette bouteille. Margaret, tu vas trop loin. Ne dis pas à ton père où elle se trouve jusqu'à ce que notre invitée soit rentrée chez elle. Oui, maman. Écoute-moi bien. Si la ville de Toronto opte pour la prohibition, on repart vivre en Angleterre. Oh, monsieur, c'est un quartier effroyable. J'espère que je n'aurai plus jamais à faire de ronde dans la Junction. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez derrière les barreaux. Vous devriez vous estimer heureux d'avoir une ronde à faire. Certes, vous n'avez pas tort. Allons, messieurs, il est l'heure de vous réveiller. Vous êtes libre. Allez, vous là-bas, on y va. Hé, on se réveille. Monsieur, je crois que celui-ci a un problème. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Il s'appelait Arthur Slawson. Il était avocat et conseiller municipal de la Junction. Il a participé à l'échauffourée d'hier soir. Pourquoi nos agents patrouillaient dans ce quartier? Trop d'ivrognes et pas assez de policiers. On nous a demandé d'envoyer quelques hommes. On peut imaginer qu'il a été blessé dans la bagarre et qu'il a succombé plus tard. Il a des hématomes et quelques égratignures mineures, mais rien a priori qui aurait pu causer sa mort. Je vais voir s'il a un œdème cérébral ou d'autres blessures internes. Il était suffisamment en forme pour distribuer des coups. Une fois en cellule, il n'a fait que dormir. Il n'a pas émis le moindre son. Tu sais à quand remonte sa mort? Je dirais que c'était il y a moins de 2 heures. Donc c'est peut-être une mort naturelle. Il est trop tôt pour le dire. Je vais le faire transporter à la morgue pour l'autopsie de suite. Merci, docteur. Il n'y a vraiment pas de quoi, inspecteur. Et où sont les hommes avec lesquels il s'est battu? Connaissiez-vous Monsieur Slawson? Qui? Arthur Slawson, le conseiller municipal avec lequel vous vous êtes battu hier soir. Je me suis battu avec beaucoup de gens hier soir. C'était le type en costume? Donc, en d'autres termes, vous ne le connaissiez pas. Je connaissais Slawson. Nous avions des relations courtoises. Nous étions voisins. Pourtant, vous vous êtes battu. Pas exactement. Je me suis retrouvé dans une bagarre, mais l'homme contre lequel je me battais, c'est Charlie Cutter. Qu'est-ce qui a causé la bagarre? Je sais pas vraiment. On s'est battu, c'est tout. Il y avait sûrement une raison. À un moment donné, Liam a frappé l'homme en costume et ça a dégénéré. Donc, Monsieur Bertrand a frappé Monsieur Slawson. Si j'ai frappé Slawson, c'était par accident. Celui que je voulais cogner, c'est Charlie Cutter.
Avez-vous vu quelqu'un d'autre frapper Monsieur Slauson? Ça oui, je l'ai frappé. Plusieurs fois. Si vous avez frappé le conseiller à la tête, Monsieur Cotter, alors c'est peut-être vous qui l'avez tué. La bagarre n'a rien à voir avec la mort de cet homme. C'est une mort naturelle? Certainement pas, il a été empoisonné. Pardon? On ne lui a donné ni à manger ni à boire entre le moment où il a été arrêté et la découverte de sa mort. Une acidose sanguine a conduit à la dépression du système nerveux central. Ça pourrait être dû à une maladie chronique, mais ce serait fort étonnant. Comment l'a-t-on empoisonné? Je n'ai pas encore déterminé de quoi il s'agit, mais s'il n'a rien ingéré depuis hier soir, il faut chercher parmi les substances à action lente. Le poison indique en général la préméditation. S'il était au conseil municipal, le mobile est peut-être politique. Si vous voulez bien m'excuser, inspecteur, je suis allée à une conférence de ce monsieur. Messieurs, je vous présente Mademoiselle James, qui m'assiste à la morgue. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Le docteur Ogden ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Quand l'avez-vous vu parler, Mademoiselle James? Il y a quelques semaines de cela. C'était un défenseur du commerce. Le commerce de l'alcool? C'est cela. Eh bien, dans ce cas, j'aurais maille à partir avec lui. S'il y a un endroit où l'option locale devrait s'appliquer, c'est la Junction. Elle abrite une multitude d'ivrognes à toute heure du jour et de la nuit. C'est un quartier sordide. Où habite Mademoiselle James? Naturellement, tout n'y est pas mauvais. Je suis sûr qu'il y a des avantages à vivre là-bas. Par exemple, les trains. Il est facile d'en partir. Non pas que vous vouliez partir. Mademoiselle James, pourquoi supposez-vous que l'alcool est devenu un tel problème dans ce quartier? C'est le premier arrêt sur la ligne du train. Il y a un hôtel à chaque coin de rue. Ce genre d'établissement est une porte ouverte à la tentation. Mais les habitants du quartier sont en faveur de l'option locale? Passionnément, monsieur. Tout comme moi. Un conseiller en faveur de l'alcool qui se fait tuer pendant la campagne pour la tempérance, ça ressemble étrangement à un mobile politique. Il faudrait établir une chronologie de ce qu'a consommé Monsieur Slauson dans les heures précédant sa mort. Sa femme pourra peut-être nous dire ce qu'ils ont mangé au dîner. Je vais avertir la maréchaussée de la Junction que nous nous occupons de l'enquête. Fort bien, je prends celui-ci. Oh, monsieur, vous n'y allez pas en calèche? Je suis capable de faire une balade à bicyclette. Essayez de me suivre. Monsieur, je pense que nous sommes arrivés à la maison des Slauson. Vous voyez, c'est simple comme bourgeois. J'ai roulé aussi vite que vous. Eh bien, c'est-à-dire que je ne... Oh oui, vous avez un bon coup de pédale. Très beau, monsieur. Oui. Cette histoire d'option locale est absurde, si vous voulez mon avis. Si c'est ce que veulent les habitants de la Junction, il n'y a pas de raison de s'y opposer. L'alcool est une bonne chose pour les hommes raisonnables. C'est dommage de l'interdire à cause d'une poignée d'ivrognes. Pour ma part, je n'ai jamais compris l'intérêt de l'alcool. Cela empêche le cerveau de fonctionner correctement, par conséquent, on n'arrive pas à garder les idées claires. Justement, Murdoch, il ne vous arrive jamais de vouloir vous poser quelques heures sans réfléchir? Non. Je regrette, madame, mais nous pensons que votre mari a été assassiné. Empoisonné, pour tout dire. Mon Dieu. Comment? Pourquoi? Nous espérions que vous pourriez nous aider à répondre à cette question. Où se trouvait votre époux hier soir jusqu'à 22 heures? La dernière fois que je l'ai vu, nous venions de dîner. Il partait. Il devait être 20h30. Qu'y avait-il au menu pour le dîner? Ragoût de bœuf aux carottes. L'avez-vous préparé vous-même? Tout à fait. J'en ai pris aussi, je vais bien. Vous avez bu? De l'eau seulement. Je n'autorise pas l'alcool dans la maison. Où Monsieur Slauson s'est-il rendu à 20h30? Au Peacock Hotel. Comme il le faisait chaque soir depuis que j'avais interdit l'alcool dans la maison. Pourtant, d'après nos informations, il n'aurait pas été aperçu avant 22 heures au Peacock. Ah, c'est vrai. Je suis désolée. Tout ceci est terriblement... Il n'y est pas allé tout de suite. Il avait rendez-vous avec le révérend Shore. De quoi ont-ils parlé? Le révérend et les membres du mouvement pour la tempérance ont appelé à un plébiscite sur l'option locale. Mais pour l'organiser, il leur faut l'unanimité du conseil municipal. Votre mari était de ceux qui s'y opposaient? Mon mari était le seul à s'y opposer. Il était le dernier obstacle entre la Junction et la prohibition. L'alcool est un terrible fléau. Il transforme les foyers en taudis. Il faut que nous nous élevions contre ce fléau, car la tempérance est la volonté du Seigneur lui-même. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Une femme d'une classe extraordinaire qui a consacré sa vie entière à notre cause. Madame Carrie Nation. Je vous en prie. Monsieur... Fichu, Margaret.
L'alcool n'est pas seulement un fléau dangereux. L'alcool, c'est le mal absolu, la voie qui mène tout droit à la déchéance et la misère. L'alcool est une déroute inéluctable qui entraîne nos enfants, qu'ils soient nés ou pas. L'alcool, c'est le plus grand péché du monde. Éradiquons-le. Nous devons... Bon sang. Je crois que c'est la femme que j'héberge chez moi. Elle a l'air de savoir s'y prendre pour haranguer la foule. En l'occurrence, c'est facile. Ces militants pour la tempérance sont dévoués à sa cause. Ceux qui se mettront en travers de notre chemin prennent le risque d'être broyés. Je me demande s'il serait capable d'aller jusqu'au meurtre. Empoisonné, quelle horreur. Révérend, vous aviez bien un rendez-vous hier soir. Oui, chez moi. Nous avions convié le conseiller Slawson à 21h. L'entretien a duré une demi-heure. Vous avez cherché à le convaincre du bien fondé de la tempérance? Ce que nous voulions, c'était qu'il accepte de mettre en place un plébiscite confiant l'application de la prohibition aux citoyens qui vivent dans la Junction. Vous avez fait pression? Nous avons simplement discuté de l'affaire avec lui. Si ce n'est que la conversation lui a coûté la vie. Qu'insinuez-vous par là, inspecteur? Cette femme brandit en permanence une hache, révérend. Vos militants sont pour le moins passionnés. Rien ne pourra empêcher la tempérance. Et en effet, j'ai bien fait comprendre à Monsieur Slawson que c'était notre postulat. Mais je ne l'ai certainement pas tué. Vous savez peut-être qui l'a fait. Pas du tout. Mais entre nous, les candidats ne manquent pas. C'était un ivrogne agressif qui offensait et insultait, parfois avec violence, tous ceux qu'il croisait. Même sa femme se plaignait de lui. Une autre question, révérend. Avez-vous servi quelque chose pendant votre réunion? Oui, du thé, que j'ai préparé et versé moi-même. Il a été empoisonné au méthanol, en d'autres termes à l'esprit de bois. C'est l'alcool qui l'a tué? Sous une autre forme, mais oui. Quelle ironie du sort qu'un ardent défenseur du commerce de l'alcool soit mort de cette façon. Il était tellement tombé dans l'alcool qu'il ne s'est pas relevé. Vous finirez par vous faire à l'humour morbide du Dr. Ogden, mademoiselle James. Quoi qu'il en soit, l'esprit de bois, c'est très différent de l'alcool que l'on a l'habitude de consommer. Le goût est similaire, mais l'esprit de bois est très dangereux. Il suffit de 2 ou 3 millilitres pour en mourir. Aurait-il pu en ingérer par accident, sans s'en apercevoir? C'est possible. Au départ, les effets sont identiques à l'alcool que l'on consomme. Quelques vertiges, un mal de tête. Mademoiselle James a fait des recherches. L'esprit de bois se transforme en acide formique dans le foie et entraîne une acidose métabolique. La victime perd la vue, sombre dans l'inconscience et meurt. Mais ces symptômes ne deviennent perceptibles que plusieurs heures après l'ingestion. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi il est mort aussi longtemps après avoir été arrêté. Mais l'esprit de bois a une particularité. Il existe un antidote commun. Ah oui? L'alcool. L'alcool consommable inhibe les effets du poison sur le corps. Il est administré par les médecins en cas d'ingestion accidentelle d'esprit de bois. En somme, si M. Slawson avait pris ne serait-ce qu'un verre au Peacock Hotel... Ça lui aurait sauvé la vie. Bien sûr qu'il a pris un verre. C'est tout l'intérêt d'être dans un bar. Vous en êtes absolument sûr? Oui. Vous l'avez servi vous-même? Comme d'habitude. Dès que j'ai vu entrer Monsieur Slawson, j'ai sorti sa bouteille. Sa bouteille? On achète une bouteille de ce que l'on préfère et elle reste au bar. C'est la technique des gens attachés à leurs habitudes. C'est exact. C'était celui-ci. Le gin Dempsey. Un double, sans eau ni glace. Il ne buvait jamais autre chose. Donc personne d'autre ne s'était jamais servi de sa bouteille? Certainement pas. Vous lui avez versé son verre hier, mais l'avez-vous vu en prendre une gorgée? Oui. Je me rappelle très bien, il l'a bu d'une traite. Et a-t-il eu une réaction inhabituelle en buvant? Eh bien, je dois dire que oui. Il a fait une grimace étonnante. Je me suis demandé s'il avait un problème, mais avant que je puisse lui demander, la bagarre a éclaté. Monsieur Buck, il y avait en effet un problème. Ce verre contenait le poison qui a tué Monsieur Slawson. Non, c'est impossible. Je lui avais servi un verre de la même bouteille la veille et il ne s'en était pas plaint. Et quelqu'un a pu passer derrière votre bar et trafiquer la bouteille de Slawson? Non, pas hier soir. Et avant? Dans la journée? Ou la veille au soir? Eh bien, ce n'est pas impossible que quelqu'un soit passé dans la journée. Je tiens à la réception de l'hôtel. Le bar est fermé, mais accessible si j'ai le dos tourné. Où se trouve la bouteille en question? Eh bien, le verre que je lui ai servi, c'était la dernière goutte de la bouteille. Elle est avec celles qui sont vides. Vous savez laquelle était à Monsieur Slawson? Elles l'étaient toutes. Personne d'autre ne prend cette marque. Je l'achète pour lui. Et si vous voulez savoir laquelle est d'hier soir, je n'en sais rien. On va toutes les prendre. Quelqu'un les a touchés depuis hier soir? Non, certainement pas. La seule personne qui soit venue depuis que vous avez vidé le bar, c'est la pauvre Madame Slawson qui cherchait son mari.
Mademoiselle James. Bonsoir, agent Crabtree. Vous avez les bouteilles que je dois analyser? Absolument. Il paraît que l'une de ces bouteilles a contenu l'arme du crime. Je n'ai jamais été un amateur de gin. Moi non plus. Vous êtes en faveur de la tempérance? Je suis en faveur de l'option locale. Il y a une différence? Je souhaite la tempérance pour mon quartier. S'ils veulent aller se saouler plus loin, je n'ai rien contre. Je ne veux pas qu'ils traînent devant chez moi, c'est tout. Donc vous n'êtes pas opposé à l'alcool? Je bois un cognac tous les soirs avant de m'endormir. Mais si les habitants de la Junction votent pour l'option locale? Je peux vous assurer, monsieur Crabtree, qu'aucune loi ne me privera de mon cognac. Vous croyez vraiment qu'une loi prohibant l'alcool empêcherait les hommes de boire? Si un bar ferme, ils en fréquentent un autre. Vous n'avez pas tort, en effet. Je suis impatiente d'être au rassemblement de demain, Madame Nation. Et moi donc, Madame Brackenreed. Il faudrait plus de gens de votre trempe chez nous aux États-Unis. On aurait pu sauver Monsieur McKinley. Il buvait en secret, vous savez. Vous étiez au courant, Madame Brackenreed? Non, je l'ignorais totalement. Il était possédé par Belzébuth. Le Seigneur n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer cette balle dans le cœur de notre président. Ah, les Wednesday ont encore gagné 1-0 contre Stoke. Joel? Ah, excusez-moi, mesdames. Les hommes, ils ne sont pas... Où est mon scotch? Je n'ai pas le droit de te le dire. Allons, fiston, on n'empêche pas un homme de boire. Maman me l'a fait promettre. Eh bien, moi, je promets de ne pas lui dire que tu me l'as dit. Ce sera notre petit secret d'homme à homme. Je l'ai caché dans ma chambre derrière la commode. C'est bien, mon grand. Ce sera notre secret. Monsieur Slawson est arrivé au Peacock Hotel à 21h55. Et comme à son habitude, il a immédiatement consommé un verre de gin de sa bouteille. Mais ce n'était pas du gin, c'était du poison. Oui, forcément. Nous savons par ailleurs que Monsieur Slawson était un très gros buveur et que ce n'était pas dans ses habitudes de s'arrêter à un seul verre. S'il était resté à l'hôtel, il aurait sans doute commandé un autre verre. C'est logique. Le garçon de bar a fini la bouteille dans le premier verre. C'était du poison. Si Slawson avait eu le temps de prendre un deuxième verre, celui-ci aurait été servi d'une nouvelle bouteille, de vrai gin cette fois. Qui aurait constitué un antidote au poison. Précisément. Pour que le poison fasse l'effet escompté, il fallait à tout prix empêcher Slawson de boire son deuxième verre. La bagarre. Vous croyez qu'elle a été orchestrée pour empêcher Slawson de boire? Eh bien, monsieur, il serait encore en vie si la bagarre n'avait pas eu lieu. Elle a joué un rôle majeur dans le meurtre. Alors les deux ivrognes qui se sont battus contre lui sont peut-être bien nos tueurs. Monsieur, pas de bicyclette? Je crois qu'il est temps pour nous d'emprunter un moyen de transport plus civilisé. Oui, c'est raisonnable. Une fois sur place, nous nous séparerons. J'irai sonner chez Cutter et vous chez Bertrand. Oui, monsieur. Monsieur! Monsieur! J'ai une affaire à vous proposer. Essayez d'être bref. Monsieur, si la Junction devenait un quartier sec, où est-ce que tout le monde irait boire un verre? Le but recherché, c'est justement qu'ils ne boivent pas, George. Prohiber l'alcool. Aucune loi n'empêchera l'homme de boire un coup, Murdoch. Tout à fait, monsieur. Il trouverait un autre bar plus loin. Alors, qu'arriverait-il si quelqu'un ouvrait un bar à quelques centaines de mètres de la Junction? Ce quelqu'un ferait un malheur. Tous les ivrognes du quartier iraient boire des verres là-bas. J'ai trouvé le terrain parfait. Il est à vendre en périphérie immédiate de la ville. Je dois admettre que l'idée est assez brillante. Merci, monsieur. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'investir, vous aussi. Oh, non, attendez, pas si vite, c'est pour moi. Je vais vous dire, Crabtree, laissez mon nom en dehors de tout ça et je mettrai la moitié de la somme. Je ne veux pas que ma femme en entende parler. Monsieur. Bonjour, inspecteur. Madame Slawson? Je regrette, Monsieur Bertrand est parti de bonne heure et n'est pas revenu. Ah, je vois. Merci. Bien belle journée, non? Tout à fait, oui. Cutter n'était pas chez lui. Il semblerait que Monsieur Bertrand ne soit pas là non plus. Ah, bon, c'est pas grave. Je sais où trouver deux ivrognes en plein après-midi. Au nom du Seigneur, nous allons réduire en miettes ces refuges d'immoralité. Nous ferons subir à ces mécréants le même outrage et la même déchéance qu'ils ont fait endurer à tant de pauvres âmes pures et innocentes. Option locale. Oui, je connais Liam Bertrand. Et l'autre homme, celui qui se battait contre Charlie Cutter? Je ne l'avais encore jamais vu. Ils sont passés boire un coup aujourd'hui? Non, aucun des deux n'est venu depuis la bagarre. Option locale. Option locale. Option locale. Option locale.
avec moi le vice, le péché, la détestable dépravation. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Ça suffit! Tout le monde a compris, vous vouliez revenir! De quel droit Mesdames, osez-vous? restez ici. S'il vous plaît, mesdames, mesdames! Jamais nous ne renoncerons. Longue vie à la tempérance! Margaret, ferme ton clapet! Lâchez-moi maintenant. Monsieur, regardez, les voilà. Les deux ivrognes qu'on recherche. Cutter et Bertrand. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Peut-être sont-ils moins ivrognes qu'ils n'en ont l'air. S'il vous plaît, messieurs, nous allons vous demander de nous suivre. Mesdames, Margaret, vous êtes libres. Rentrez chez vous. Merci, Thomas. Ah? Vous Non. laissez-moi sortir d'ici sur le champ. Vous avez saccagé un fonds de commerce. C'est un crime, Madame Nation. Ce sont les marchands de vices et de péchés qui sont coupables de crimes. C'est très amusant. Pardon? Je suis inspecteur de police. C'est moi qui décide quel crime justifie un séjour en prison. Allez, viens, Margaret. On va aller boire un verre. Tu ne vas tout de même pas la laisser croupir ici. Tu la défends maintenant? Nous avons peut-être exagéré, mais notre intention était bonne. Elle a détruit à la hache le bar de ce monsieur. En attendant, elle est notre invitée, Thomas. Oh, Seigneur, donnez-moi du courage. Il apparaît que vous êtes membre du mouvement pour la tempérance, monsieur Cutter. Ai-je prétendu le contraire? Monsieur Bertrand et vous étiez dans un bar. Comment expliquez-vous cela? Je ne buvais pas. Alors que faisiez-vous là? J'ai déclenché une bagarre. Vous avez intentionnellement déclenché une bagarre? Cela faisait partie du projet pour défendre notre cause. Et ce projet comprenait-il la mort de monsieur Slawson? Non, bien sûr que non. Si la bagarre n'avait pas pour objectif de causer sa mort, alors pourquoi la déclencher? L'opinion publique est un élément essentiel de la campagne pour la tempérance. S'il y a des bagarres dans les bars, elles seront imputées à l'alcool. Et elles attireront de nouveaux sympathisants à la cause. C'est un crime sans victime. Nous aidons les gens. C'était la première fois que vous déclenchiez une bagarre? Non. On nous a sollicité plusieurs fois. Qui vous a sollicité? Le révérend Shore. L'idée était de lui. Et George, que savons-nous des occupations du révérend Shore le jour du meurtre? Avant de recevoir Monsieur Slawson, le révérend était dans le train de Cleveland en compagnie de Madame Nation. Il n'a donc pas eu l'occasion de glisser du poison dans la bouteille de gin. Non, monsieur, son train n'est arrivé qu'à 19h. À cette heure-là, le bar était déjà ouvert et Monsieur Buck veillait. Cela dit, ça ne l'aurait pas empêché d'avoir tout organisé. S'il a engagé Bertrand et Cutter pour déclencher la bagarre, il les a peut-être payés pour empoisonner le gin. C'est possible. Mais s'il a tout organisé, nous n'en avons pas la preuve. C'est à vous de prendre les mesures qui s'imposent, car c'est à l'épouse de tout faire pour empêcher son mari de boire et l'alcoolisme de gangréner toute la famille. Thomas est capable de prendre ses décisions tout seul. John, à table! De prendre ses décisions tout seul, ça va le mener tout droit en enfer. J'aimerais avoir une explication. Comment l'as-tu trouvé? Toutes mes excuses, Madame Nation. Je l'avais dissimulé pour l'empêcher d'en boire. Pour le coup, c'est parfaitement réussi. Elle a été coupée à l'eau. Je n'ai pas touché au contenu de ta bouteille. Ah non. Ah. Alors peut-être était-ce Madame Nation? Vous en avez vidé autant que possible, c'est ça? Ou alors, vous aviez envie d'une petite gorgée? De quel droit osez-vous insinuer cela? Ceux qui prêchent le plus fort sont toujours les plus grands hypocrites. Oups. Mais comment pouvez-vous en rire? Ce garçon est ivre. Vous avez corrompu votre propre progéniture. Je suis profondément confuse, Madame Nation. Règle ce problème, Thomas. Un coup de hache, c'est ce qu'il mérite. C'est un peu sévère, non? Bon, monte cuvée dans ton lit. Je te réglerai ton compte demain. Vous auriez dû le voir, Bardock. Il ne tenait même plus debout. Rien de tel que notre toute première cuite.
En ce qui me concerne, c'est l'un des pires souvenirs de ma vie. Vous n'êtes pas un Brackenreed. Non, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devrions faire le tour de tout le quartier du Peacock. Il y a peut-être des témoins qui... Excusez-moi de vous déranger, j'ai les résultats de l'analyse des bouteilles. As-tu réussi à identifier celle qui a été empoisonnée? Si l'on veut. Sur 11 bouteilles, 10 d'entre elles contenaient des traces de gin, mais dans la dernière, il n'y avait ni gin ni esprit de bois, seulement de l'eau. Ce qui indique qu'elle a probablement été rincée. Semble-t-il, oui. Donc, M. Slawson a bu l'esprit de bois, la bouteille a été mise de côté, et la bagarre a éclaté à ce moment-là. Le tueur a dû retourner la rincer après pour effacer les indices. Mais nos suspects étaient en cellule. Ils y ont passé la nuit entière. C'est vrai. Donc M. Cutter et M. Bertrand ne sont pas les assassins. Et l'homme qui a servi le verre? Il a dû avoir accès à la bouteille à la fois pour l'empoisonner et pour la nettoyer ensuite. Mais M. Buck n'a pas le moindre mobile. D'ailleurs, en s'opposant au mouvement pour la tempérance, M. Slawson lui évitait de déposer le bilan. C'est l'épouse. Pardon? Le garçon de bar a dit que Madame Slawson était passée ce soir-là. Elle a pu rincer la bouteille sans qu'il la voie. Je l'ai croisée alors qu'elle sortait de chez elle hier après-midi. Elle semblait d'humeur très légère pour une femme dont le mari vient de mourir. Malgré tout, ça ne cadre toujours pas. Pourquoi? Elle connaissait sa routine, elle connaissait sa bouteille, et le révérend a dit qu'il n'était pas très heureux en ménage. Mais elle n'a pas orchestré cette bagarre. Comment aurait-elle su qu'on arrêterait son mari juste avant qu'il prenne un deuxième verre? Avant qu'il n'avale l'antidote? Il est possible qu'elle n'ait pas su que l'alcool était l'antidote du méthanol. Ce n'est pas une information répandue. Elle a peut-être eu un coup de chance. Vous reconnaissez ceci, Madame Slawson? C'est de l'esprit de bois. On l'a trouvé chez vous. Je m'en sers pour protéger les tuyaux contre le gel, comme tout le monde. C'est également la substance qui a tué votre mari. Je vois. Vous croyez que je l'ai tué? Vous êtes considérablement plus jeune que M. Slawson ne l'était. Comment en êtes-vous venu à vous marier? Nous étions amoureux. Le révérend Shore a dit que vous vous plaigniez souvent du comportement de votre mari. Êtes-vous marié, inspecteur? Oui. Alors soyez certain que votre épouse a l'occasion de se plaindre de vous. Peut-être, mais elle ne risque pas de trouver de raison de m'assassiner. Arthur changeait quand il avait un coup dans le nez. Il se montrait insultant envers moi, envers ma mère et tous les gens qu'il croisait. Dans sa voiture à moteur, il était dangereux. Il a tué un chien dans cet engin de malheur. Et un soir, en rentrant, il a percuté notre perron. Le lendemain, il refusait d'admettre ce qu'il avait fait. Mais j'aimais mon mari, monsieur l'inspecteur. Et je porterai son deuil. Je ne l'ai pas tué, je vous assure. Monsieur Slawson a été empoisonné mardi soir. Où étiez-vous dans l'après-midi? Quelle importance. Dois-je en déduire que vous n'avez pas d'alibi? Mardi dernier, j'avais dans l'idée de rejoindre la Ligue de la Tempérance. J'ai passé la journée avec Margaret Brackenreed. Margaret a confirmé. Elle a raccompagné Madame Slawson jusqu'à chez elle à 18h30. Elle n'a pas eu le temps d'empoisonner le gin non plus. Il ne reste donc qu'une seule personne qui aurait pu rincer la bouteille, le garçon de bar, Léopold Buck. Et c'est le seul à ne pas avoir de mobile. Messieurs, excusez-moi de vous interrompre. Inspecteur, il semblerait que notre projet d'estaminet en périphérie de la ville doive être reporté. Georges, pourriez-vous parler de ça plus tard? Nous sommes en train de travailler, là. En fait, monsieur, vous risquez de trouver ça intéressant, vous aussi. Vous vous souvenez que j'avais trouvé la parcelle idéale? Eh bien, je viens tout juste d'apprendre qu'elle a déjà été vendue. Quelqu'un d'autre a eu la même idée que nous? Il semblerait, oui. Et l'acheteur en question, c'est Léopold Buck. Le garçon de bar? Il cherche à profiter de la prohibition. On dirait que l'homme qui a servi le gin fatal a enfin un mobile. Les faits sont irréfutables, Monsieur Buck. Vous connaissiez parfaitement les habitudes de Monsieur Slawson. Vous avez eu un accès aisé à la bouteille à la fois avant et après qu'elle a été trafiquée. Et vous êtes la seule personne à avoir pu le tuer. C'est totalement ridicule. Pourquoi aurais-je tué mon plus fidèle client? Si la prohibition frappait la vente d'alcool dans la Junction, vous pouviez ouvrir un autre bar en périphérie de la ville. Le révérend et moi avons organisé des bagarres de façon à avantager la tempérance. Mais je ne vois pas le rapport avec M. Slawson. Il s'érigeait contre la prohibition. Ce que nous voulions, c'était le faire changer d'avis, pas l'éliminer. Vous veniez de faire l'acquisition de la parcelle. Il fallait que M. Slawson cède le plus vite possible. Non! Je vous assure, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Plaignez tant que vous voulez, Monsieur Buck.
Vous étiez le seul à pouvoir empoisonner le gin avant le meurtre et rincer la bouteille ensuite. Je ne l'ai pas tué. Commettre un meurtre pour pouvoir créer une affaire? On a déjà vu des mobiles plus futiles. Léopold Buck est le seul d'un point de vue logistique à avoir pu commettre le crime. Bon, je ferais bien d'y aller. Je dois aller taper sur les doigts de John. Il a bu mon whisky. J'ai du mal à imaginer que Margaret puisse se satisfaire d'une tape sur les doigts. Effectivement, mais on ne prive pas un Brackenridge de whisky. Inspecteur, pardonnez-moi si cela ne me regarde pas vraiment, mais j'ai rencontré John. S'il s'est mis à boire du whisky, c'est qu'il voulait ressembler davantage à son père. Où est le problème? Je bois depuis plus de 30 ans sans que ça me nuise. Eh bien, cela vous réussit peut-être de boire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mon père, par exemple. Il vous met sur un piédestal. À vous de voir si vous voulez cautionner son comportement ou non. Je vais lui parler. Cela dit, s'il veut continuer à boire, il a quelques trucs à apprendre. À son âge, je savais siffler le scotch de mon père. John, lui, ne m'a laissé pratiquement que de l'eau dans ma bouteille. J'en ai pris une gorgée et j'ai failli tout recracher. De l'eau? Attendez. Et si dans le verre de Monsieur Slawson, il n'y avait eu ni gin ni poison? C'est-à-dire? Monsieur Slawson a grimacé en buvant son gin, mais ça aurait tout aussi bien pu être... de l'eau. Une bien désagréable surprise quand on s'attend à de l'alcool. L'assassin a remplacé le gin de Monsieur Slawson par de l'eau, de façon à l'empêcher de boire l'antidote. Mais le poison lui-même a très bien pu être administré avant. Mais c'est très futé. Donc le garçon de bar n'est plus notre suspect principal. Si la bouteille contenait déjà de l'eau, elle n'avait pas besoin d'être rincée après la bagarre. Précisément. L'un des deux hommes qui ont démarré la bagarre pourrait être le tueur. Ils ont tous les deux eu l'occasion de substituer le gin par de l'eau dans l'après-midi. Mais la vraie question, c'est... est-ce que ces hommes ont eu l'occasion d'empoisonner Monsieur Slawson avant qu'il n'arrive au bar de l'hôtel? Ils étaient tous les deux chez le révérend Shore et ensuite au bar du Peacock. Ils sont peut-être restés avec lui tout le temps. Monsieur Cutter, voulez-vous me réexpliquer ce qui s'est passé le soir de la mort de Monsieur Slawson? Je suis allé au rendez-vous chez le révérend, et après ça, Liam Bertrand et moi, nous sommes allés au Peacock pour démarrer une bagarre. Et quand vous êtes parti de chez le révérend, Monsieur Bertrand et vous êtes allés directement au bar de l'hôtel Peacock? Oui. Enfin, oui, mais on n'était pas ensemble. Je suis parti tout de suite, et Liam m'a rejoint quelques minutes plus tard. Je suis resté chez le révérend pour lui parler. De quoi? Je lui ai confirmé que le plan était en place et que l'échauffourée aurait lieu comme prévu. Pourquoi Monsieur Cutter ne vous a pas attendu? Vous alliez tous les deux au même endroit. Nous voulions entrer dans l'hôtel séparément, comme des inconnus, de façon à rendre notre dispute plus convaincante. Avez-vous eu l'occasion de recroiser Monsieur Slawson à un moment ou à un autre après le rendez-vous? Brièvement, oui. Le révérend avait encore quelque chose à lui dire. Vous étiez au bar du Peacock Hotel depuis combien de temps lorsque Monsieur Slawson est arrivé? Une quinzaine de minutes, peut-être. Je suis arrivé le premier, et ensuite j'ai été rejoint par Liam une dizaine de minutes après. Il n'avait eu le temps de boire qu'un seul verre quand Slawson est entré. Un verre? Je croyais que vous aviez fait semblant de boire. Moi, je faisais semblant. Liam, lui, non. Pourtant, il fait partie du mouvement. Je suis très investi dans la Ligue de la Tempérance. Si j'ai bu ce soir-là, ce n'était que pour rendre la bagarre plus réaliste. Je savais que Charlie Cutter ne prendrait pas plus qu'une gorgée de bière et que c'était à moi de m'assurer que personne ne nous démasquerait. Ah, donc vous ne buvez que lorsque vous êtes en représentation, pour ainsi dire. Disons que il m'est arrivé de me laisser aller au vice à l'occasion. À quelle fréquence environ? Je l'ai toujours connu comme ça. Ce type est un sacré poivreau. Il a même une flasque. Une flasque? Il l'avait sur lui ce soir-là aussi? Ouais. Non, il était à jeun chez le révérend. Mais lorsqu'il est arrivé au Peacock, il était déjà rond comme une queue de pelle. Honnêtement, à quoi ça sert de boire sur le chemin d'un bar? Si l'on se fie à la version des événements de Charlie Cutter, on peut imaginer que la flasque de Liam Bertrand contenait le poison. Monsieur Bertrand lui-même avoue qu'il a revu le conseiller municipal après le rendez-vous chez le révérend, ce qui lui a donné une occasion. Slawson n'aurait pas trouvé ça louche qu'un adepte de la tempérance lui offre à boire? Monsieur Bertrand a le vice de l'alcool, il le savait. N'empêche, c'est un peu étrange d'offrir à boire à quelqu'un sans boire soi-même. Il a peut-être bu avec lui.
Monsieur Bertrand était apparemment éméché en arrivant au bar. Peut-être qu'il s'était saoulé à l'esprit de bois, qu'il avait pris du poison lui-même. Mais monsieur, si l'assassin avait ingéré du poison, ne serait-il pas lui aussi... ne serait-il pas mort? Vous oubliez l'antidote, Crabtree. Bertrand n'avait plus qu'à avaler un whisky en arrivant au bar. Et c'est ce qu'il a fait, tandis que la victime n'a eu que de l'eau, ce qui a permis à l'esprit de bois d'agir. J'ai toujours dit que le whisky sauvait des vies. Nous manquons cruellement de preuves. Nous avons fouillé sa maison. Aucune trace de la flasque. Pourquoi suis-je encore ici? Tout simplement, monsieur Bertrand, parce que je vous soupçonne d'être le meurtrier. Je vous l'ai dit, je n'ai rien à voir avec tout ça. Vous avez une flasque, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Votre ami monsieur Cutter pourra l'attester. Et pourtant, nos agents n'ont pas été capables de la trouver chez vous. Ce qui veut dire? Que vous vous en êtes débarrassé. C'est assez malin, étant donné qu'elle a servi à empoisonner un homme. Je n'ai rien fait de tel. Alors pourquoi vous en débarrasser? C'est un comportement suspect, ne trouvez-vous pas? Non, je ne trouve pas. Si vos agents n'ont pas trouvé ma flasque, inspecteur, c'est parce que je l'ai sur moi. Du whisky? Du bourbon, en fait, et du bon. Goûtez-le si vous le souhaitez. Est-il dans vos habitudes de partager votre flasque, monsieur Bertrand? Non, inspecteur, vous devriez vous sentir honoré. Monsieur Slauson a-t-il eu droit à cet honneur, lui aussi? Peut-être, je ne sais plus. Donc, il est possible que nous trouvions les empreintes de monsieur Slauson sur votre flasque. Oui, c'est possible. C'était mon voisin, nous avions plaisir à partager un verre de temps à autre. Mardi soir dernier, l'avez-vous fait? Je ne m'en souviens pas. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Ça a dû être immédiatement après votre rendez-vous chez le révérend Shore. Est-ce que vous le niez? Même si je lui ai donné une gorgée, ça ne prouve à rien. Donc c'est oui. Oui, et alors? Alors vous l'avez empoisonné, monsieur Bertrand. C'est vous qui le dites. En fait, non, c'est vous qui le dites. Voyez-vous, si monsieur Slauson a pris une gorgée de cette flasque ce soir-là, il a forcément ingéré du poison, parce qu'autrement, ça n'aurait pu être que l'antidote. Je n'avouerai rien et je ne dirai plus rien. Votre plan était assez intelligent, je dois dire, monsieur Bertrand. Mais vous avez été démasqué. Vous avez tué pour la tempérance et pour elle, vous allez être pendu. Je n'ai pas tué pour la tempérance. Je l'ai fait parce que ce salaud a tué mon chien. Il lui a roulé dessus, ivre, et il l'a fait exprès. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a refusé de l'admettre après avoir dessoulé. De toute sa vie, il n'a jamais assumé ses responsabilités pour quoi que ce soit. Ce n'est pas un homme, c'est un démon. Et il a eu exactement ce qu'il méritait. Au revoir, Madame Nation. Je vous souhaite un agréable voyage. Je doute que ce soit le cas. Et mon séjour n'a pas non plus été agréable. Puisse le Seigneur avoir pitié de vos âmes perdues. Merci. Est-ce qu'elle est odieuse, cette bonne femme? Je suis sûr qu'avec son comportement, elle pousse davantage d'hommes à boire qu'elle n'en éloigne. John, viens t'asseoir, fils. Tu sais, la première fois que mon père a vu que j'avais bu, il a sorti son ceinturon. J'avais ton âge. Je ne l'ai jamais oublié. Mais si son intention était de m'empêcher de boire, ça n'a pas marché. Tu as continué à le faire en secret? Mes copains et moi, on a piqué des bouteilles chez tous les commerçants du Yorkshire. On était insouciants et on faisait plein de bêtises. Mais l'important, c'est que même si je m'en suis sorti, pas mal de mes copains n'ont pas eu cette chance. Ma mission aujourd'hui est de m'assurer que Bobby et toi ne finiraient pas comme eux. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi non plus. Mais je veux être comme toi. T'es un garçon intelligent. Je suis convaincu que tu seras un homme bien. Tu me ressembleras peut-être. Ou tu finiras en rat de bibliothèque buveur de thé comme Murdoch. Mais ne perds pas ton temps à boire comme un trou, et tu pourras être l'homme que tu voudras. Oui, papa. Il est certain que tu commettras des erreurs comme nous tous. Mais tu ferais bien d'attendre d'être plus âgé avant de commettre celle-ci. Et ce jour-là, pour l'amour du ciel, surtout ne le dis pas à ta mère. Oui, papa. Allez, file.
En fin de compte, la Junction est un quartier plutôt sympathique. Nous pourrions y habiter, si seulement ce n'était pas aussi éloigné du centre. Tu imagines faire 30 minutes de trajet pour aller travailler? Et ce sera bientôt une zone sèche. Où est le plaisir? La tempérance a ses avantages. Un Canada sans alcool pourrait être remarquable. De quelle façon? Si les gens perdaient moins de temps à s'adonner à la boisson, tu imagines les sommets qu'atteindrait l'industrie et les ressources que développerait la nation? Eh bien, si la tempérance est ce qui nous attend dans l'avenir, on ferait bien d'en profiter pendant qu'il est encore temps. Julia. Allez, un seul tout petit verre, William. Bon, d'accord. Tu crois qu'ils servent de la bière d'épinette?